son, mais là, ça y est, on est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à cette table ronde consacrée à la transformation numérique et aux risques qu'elle induit. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et donc je suis heureuse de participer à ce débat en compagnie de Stéphane Boisson. Stéphane est DSI du groupe Comexplosium. Alors, vous savez sûrement que Comexplosium organise Ready for It, mais aussi les assises de la cybersécurité et des petits événements comme le Salon de l'agriculture. C'est une ETI et c'est donc Stéphane se fait le porte-parole des ETI à notre table ronde. À vos côtés, Daniel Benabou. Alors Daniel a beaucoup de casquettes. Il est directeur général d'IDEXI, qui est, vous avez peut-être vu à l'étage au-dessus, l'instance d'une solution d'administration de ces données. Mais vous êtes aussi président de l'association CEDIG, qui travaille à la sensibilisation cyber. Absolument. Et vous avez publié ce bien connu guide, l'essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants et dirigeantes. Si vous ne l'avez pas, Daniel a un petit stock. J'ai un tout petit stock, mais il est accessible en ligne. Aurélie Klein. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes avocate, responsable de l'innovation digitale au sein du cabinet FIDAL, spécialisée dans le digital et aussi dans la gestion des data, et maître de conférence à l'université de Strasbourg. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on pose un petit peu le décor. On entend beaucoup dire que la transformation digitale est à l'origine de risques croissants. Alors, très concrètement, j'aimerais qu'on parle de cette explosion du risque. Pourquoi, comment est-ce que le risque augmente ? Stéphane ? Alors, bonsoir à toutes et tous, déjà. J'ai introduit un petit peu la table carrée rectangulaire de ce soir. Alors si je m'hasardais à faire une image avec une image sportive, en fait, moi de mon côté, elle augmente le risque selon 3 axes qui sont assez connus dans le sport. C'est les joueurs, donc les collaborateurs et les collaboratrices d'une entreprise, le terrain de jeu, c'est-à-dire toute la surface d'attaque aujourd'hui augmente et en fait on est en train de changer la taille du terrain de jeu et donc forcément, c'est plus les mêmes distances, c'est plus les mêmes problématiques quand vous passez d'un terrain de paddle à un terrain de tennis ou d'un terrain de 5-5 en foot à un terrain de foot de 100 mètres de large sur 100 mètres de large. C'est 100 mètres de long sur 50 mètres de large. Donc le terrain de jeu compte beaucoup et la surface d'attaque est complètement différente. Et la troisième partie, finalement, aussi de ce jeu, c'est les règles qui, elles, changent tout le temps. Il y en a de plus en plus et il faut se les approprier. Et c'est aussi parfois, pour nous, DSI de PME ou de TI, un risque de pas bien les comprendre, de pas bien les gérer et finalement de se retrouver aussi, mais on en reparlera après, bloqué de ce point de vue-là. On reviendra sur le risque juridique qui vient parfois s'ajouter au risque numérique, on va dire au risque cyber pur. Daniel, le risque cyber, aujourd'hui, tu le... Enfin, quand on parle d'état des lieux, peut-être pour partager la façon dont est perçu ce risque dans notre société, mais comment elle est perçue d'un point de vue économique. Moi, j'aime bien rappeler que Jérôme Powell, qui est le patron de la Banque fédérale américaine, donc qui est une institution très emblématique et très influente surtout sur l'économie mondiale, a déclaré il y a quelques mois que le risque cyber, enfin le risque pour l'économie mondiale qu'il craignait le plus, était un risque cyber, bien au-delà de ce qu'on a pu vivre avec les subprimes, etc. Donc il faut l'écouter parce que quand cette institution prend la parole, c'est pesé au millimètre parce que ça influence les marchés. Donc ça, c'est un état des lieux. Pourquoi il augmente ? Parce que le monde devient numérique, on confie beaucoup de nos fonctions économiques et sociales au numérique. On est traversé par une transformation numérique extrêmement puissante, très rapide. D'ailleurs, tellement rapide, c'est pas le sujet, que on est même débordé sur les questions de souveraineté, et que cette transformation numérique, sa promesse, elle est parce qu'il faut comprendre aussi les enjeux sociologiques, c'est-à-dire que pour comprendre pourquoi le risque augmente et pourquoi il est difficile à combattre aujourd'hui, et dans quelle phase nous sommes, la promesse du digital, c'est plus de facilité, plus d'ergonomie. Donc évidemment, c'est très séduisant, et le symbole de la sécurité, c'est encore un cadenas.
Donc il faut arriver à réconcilier les deux, et je pense qu'il faut que on arrive à gagner en maturité sur cette question, pas seulement en prise de conscience. Je crois que la prise de conscience, elle est nettement meilleure aujourd'hui. Je pense que dans nos entreprises, nos organisations, on sait qu'il se passe quelque chose. Gagner en maturité, ça veut dire, pour accepter le progrès du numérique, il faut accepter une partie des contraintes ou de faire des efforts. On peut pas, à l'époque du Concorde, on peut pas prendre l'avion et aller traverser l'Atlantique en 4 ou 8 heures sans sécurité. Sinon, avant, on y allait à bateau, ça prenait 2 mois. Donc il faut payer un peu, il faut faire quelques efforts, il faut l'accepter dans l'entreprise, dans nos comportements, Stéphane l'a rappelé, et dans nos dispositifs. Donc voilà, la maturité, c'est sans doute, et on en reparlera je pense, mais le prochain enjeu, pas simplement au niveau des règles de l'État, c'est au niveau de chaque entreprise et de chaque citoyen. Voilà. Aurélie, peut-être un mot en complément. Je sais que vous vous attachez pas mal aussi à regarder la partie cachée de cette... Alors, avant la partie cachée, il y a la partie usage que je constate que au sein des entreprises, je dirais 3 usages assez caractéristiques et donc des risques associés, parce qu'il n'y a pas de nouvel usage sans nouveau risque. Donc effectivement, comme on vient de le dire à l'instant, la pondération entre l'usage et le risque, c'est ce qu'on appelle la gestion de risque qui doit accompagner tout changement et toute transformation. Donc la première, c'est l'ubiquité de la donnée qui est rendue de plus en plus nécessaire grâce ou à cause du nomadisme de travail qu'on a tous exercé largement et qui est resté d'ailleurs dans les pratiques, je pense, depuis les confinements successifs. Donc là, la donnée doit être accessible en tout point, ce qui va, comme le disait Stéphane, élargir la surface de jeu. C'est-à-dire qu'on ne sécurise plus un système d'information endogène à l'entreprise, mais plusieurs systèmes d'information qui sont censés communiquer entre eux. Il y a également la pratique de l'IoT, qui est aussi une pratique qui me plaît beaucoup parce que c'est l'industrie, la révolution industrielle qui est en marche, qui continue et qui profite également de la glissade digitale, si je puis m'exprimer ainsi. Et effectivement, beaucoup d'entreprises se posent la question de la digitalisation de leurs machines, de l'interopérabilité de ces machines avec d'autres environnements, des plateformes notamment. Et là encore, on va avoir la question de la sécurité qui va se partager, on le verra tout à l'heure, qui va être un sujet à traiter à la fois dans les contrats, mais aussi dans la gestion de risque et la prise de décision de connecter ou pas. Parce qu'en fait, une fois que c'est connecté, c'est un peu tard. Et la troisième pratique, ce sont les plateformes d'échange. Les outils SaaS, le développement de la pratique du partage de la donnée, qui est assez lié avec le premier point que j'ai évoqué sur l'ubiquité de la donnée de travail. Où on a ces plateformes d'échange et parfois on utilise des solutions qu'on n'a pas forcément éprouvées, des solutions gratuites, des solutions qui ne sont pas, quand on lit les conditions générales d'utilisation, très sécurisées sur la partie confidentialité de la data. Voilà. Je vous renvoie tout de suite à la question au point soulevé par Stéphane. En plus de ces risques techniques, ces risques cyber, beaucoup de DSI ou beaucoup plus largement, beaucoup de responsables en entreprise sentent un poids juridique, un risque juridique. Alors, vous le vivez comment en tant que juriste ? Moi, je le vis très bien. Il faut poser la question à Stéphane. Alors, concrètement, ça s'explique. Voilà. Quelle analyse vous en faites ? Alors, la réglementation sur la donnée, au sens très large, parce que je pense que le RGPD a été largement galvanisé et aujourd'hui, il y a d'autres règlements dans le pipe de la Commission européenne qui sont beaucoup plus structurant pour l'ensemble des acteurs économiques, puisqu'on va avoir par exemple le Data Act qui va venir réglementer l'utilisation, le traitement et l'accessibilité à la donnée non personnelle. Donc ça, c'est une petite révolution quand même, parce que ça va viser notamment l'IoT et les producteurs de données, les données générées, comme l'indique le texte. Donc toute cette réglementation, ce maillage réglementaire, je comprends que ça soit anxiogène parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de fin à cette réglementation. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur pour contextualiser le pourquoi de cette réglementation. Déjà, c'est pour générer de la confiance sur un marché qui se veut être un marché unique de la donnée en Europe.
On a la chance d'avoir un représentant français, Monsieur Breton, qui porte les couleurs de la France et qui le revendique assez fort en disant, bah voilà, si vous voulez faire du souverain et avoir une souveraineté des solutions et de la donnée en Europe, encore faut-il générer un espace de confiance et de fluidité de la transmission de la donnée, aussi de la portabilité de la donnée, de pouvoir changer d'écosystème ou de prestataire, simplement. Donc le Data Act est en train d'encadrer davantage l'offre cloud européenne. Et je pense, et comme ça je tends la perche à Stéphane, on était d'accord sur ce point, c'est qu'il faut travailler en écosystème. Le juriste ne doit pas travailler tout seul dans son coin, parce qu'il faut comprendre la tech qu'on encadre et qu'on accompagne. Le DSI ne doit pas avoir la charge de la conformité sur ses épaules, parce que la problématique de la donnée et de la cybersécurité, c'est chaque individu ici dans cette salle porte sur ses épaules les risques qu'il génère lui-même dans sa pratique. Et je pense que la question de la sécurité est une question qui doit être traitée de manière transversale, travailler en groupe de travail et peut-être aussi sous forme agile pour mieux anticiper à chaque instant le risque. Alors, on va revenir sur les solutions et notamment sur les solutions, les façons de faire face aux risques juridiques. Juste pour en finir avec le côté un peu technique, c'est quoi les 3-4 textes qu'il faut surveiller? RGPD, vous avez dit maintenant c'est galvaudé, galvanisé, c'est réglé. Il est toujours très d'actualité, pour tous ceux qui pensaient que ça ferait pchit en 2018 ou début 2019, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les utilisateurs, les citoyens sont très vigilants concernant la protection de leurs données et la transparence qui leur est due. Donc le RGPD, effectivement, on a le Data Act qui est à mon sens une petite bombe. Et c'est quelle échéance là, le texte est quand même très abouti, il y a déjà 64 pages. Je crois que c'est au niveau du Conseil de l'Union européenne pour sa relecture. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'amendements parce qu'il est déjà très abouti techniquement. Il y a même des groupes de travail qui sont déjà formés au niveau de la Commission entre les acteurs du cloud européen pour définir les normes qui seront celles de l'interopérabilité de l'offre cloud souverain. Et je pense que c'est un point à avoir en vigilance parce que là, pour le coup, à la fois sur les producteurs de données, donc les machines connectées, mais aussi pour toutes les entreprises, les TPE, PME qui ont des contrats de maintenance avec des fabricants de matériel connecté, c'est aussi très intéressant en matière de gestion de la donnée et donc gestion des coûts induits. Pour pouvoir mieux appréhender ce qu'on produit, ce qu'on consomme aussi. On a parlé de RSE ce matin lors d'une autre interview. Je pense que c'est un sujet qui va beaucoup plus loin que la réglementation de la donnée au sens strict du terme. C'est avoir, on l'a dit ce matin avec Gilles Casteran, la gouvernance, avoir une gouvernance de la donnée au sein de l'entreprise et de pouvoir en faire un vecteur de création de valeur et pas de contraintes. D'autres textes à surveiller ou c'est l'essentiel? Le DMA, je vais quand même les citer parce que c'est les sujets tarte à la crème en ce moment. Donc le Digital Market Act et le Digital Service Act, qui sont 2 règlements européens qui viennent d'être finalisés pour ces deux-là. Ça concerne davantage ce qu'on appelle, désolé de l'anglicisme, des gatekeepers, donc les GAFAM, Apple en ligne de mire, mais pas que, pour l'ouverture là aussi du marché de la valorisation de la donnée. Donc en fait, l'histoire est la même. Par contre, j'ai envie de dire qu'on est un peu au niveau au-dessus. C'est plutôt, en fait, ça focalise davantage le propos envers les acteurs étrangers et non européens, justement. Alors que le Data Act vise à renforcer la sécurité et la confiance envers les acteurs européens. Alors, on va revenir très concrètement à ce qu'on peut faire pour réduire le risque, quelles sont les bonnes pratiques, les choses à mettre en œuvre dans les entreprises à court terme. On a parlé agilité. Enfin, le mot agilité a déjà été donné plusieurs fois. Alors, comment est-ce qu'on peut rester agile et pour autant se protéger? Quels sont je sais pas, qui ose se lancer sur une première, quelques conseils? Alors, comment rester agile et en même temps protégé? Alors déjà, il faut savoir bien redéfinir ce que c'est que la méthode agile, parce que très souvent, la méthode agile a été un peu galvaudée dans les entreprises, et notamment sur des entreprises de petite taille, comme la mienne. J'avoue que ma question, à ce stade, elle était encore, elle était pas forcément sur la méthode agile telle que. Oui, bien sûr. C'est rester souple et se protéger. Donc, mais on peut aller jusqu'à la méthode agile. C'était presque l'étape suivante sur l'utiliser. Enfin,
Est-ce qu'aujourd'hui, parce que souvent, on doit avoir une méthode agile ou juste on doit s'adapter? Alors, je n'ai pas forcément compris la question, du coup, Cécile, parce que... Dans une entreprise qui aujourd'hui veut se transformer, avoir une transformation numérique, quelles sont les façons de se protéger tout en transformant? Je n'étais pas sur une méthode agile technique telle que... Voilà. Très bien. Non, parce que en fait, la méthode agile, c'est quelque chose de très normé et c'est pas quelque chose qui a été à bricoler, en fait. Mais de ce point de vue-là, c'est pour ça que je voulais être sûr de la question. Alors, en fait, déjà, si je rebondis un petit peu sur le discours d'Aurélie, en fait, moi, mon premier point, de façon très pragmatique, pour se protéger, c'est déjà de travailler fortement main dans la main avec son service légal, service juridique. Parce que, en fait, on va travailler la sécurité bien en amont, parce que je ne veux pas casser de la dynamique d'agilité dans l'entreprise, au sens, je ne veux pas ralentir les projets. Et pour pouvoir se faire, en fait, il faut être très, très en amont, ce qu'on appelle le security by design, donc très en amont, y compris sur les contrats. Et de ce point de vue-là, alors soit vous êtes accompagné par un agent extérieur, soit vous êtes accompagné parce que vous avez un légal qui connaît bien le métier, qui a bien travaillé les différentes réglementations, parce que comme je disais, les règles du jeu, il y en a beaucoup, je les ai citées, il faut les vulgariser, et pour les vulgariser, moi j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin de quelqu'un qui me les vulgarise. Et donc, une des solutions très pragmatiques, c'est soit vous avez un service juridique qui a une certaine spécialisation dans ces domaines-là, et vous travaillez main dans la main dès le départ des projets, très en amont des projets, et c'est une première chose. Soit en fait, vous accompagnez avec un partenaire externe pour pouvoir vous aider à gérer cette partie-là. Parce que toutes ces réglementations-là, moi, en tant que DSI, je peux pas les absorber toutes du point de vue, mais y compris sur les normes. Si on reprend, parce qu'il y a la partie compliance, mais il y a aussi la partie sécurité tout court. Aujourd'hui, quand on pond une politique de sécurité des systèmes d'information, vous avez jusqu'à 70-80 exigences à faire passer à l'ensemble de vos filiales. 80 exigences, si j'attaque tous mes IT managers locaux avec 80 exigences différentes sur 9 domaines, si je leur mets pas un petit peu de niveau de maturité, faut bien comprendre dans une PME, une ETI, on va pas pouvoir aller au 3e niveau de maturité du premier coup. Donc ça veut dire qu'il y a un deuxième élément de réponse à ça, c'est il faut y aller étape par étape. Donc il faut être accompagné, parce qu'on peut pas connaître toute la réglementation. Et sur ce qu'on a à mettre en place, il faut commencer pas à pas, et en faisant grandir chaque filiale de son groupe, par exemple. C'est ce qu'on fait, en tout cas chez Comexposure. Daniel, si on revient sur le sujet vraiment technique, comment est-ce qu'on peut faire monter la maturité dans son entreprise? En fait, je pense qu'on revient toujours à cette question de maturité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une tension entre les exigences de la sécurité et la pression et l'exigence faite par les métiers qui veulent travailler, toujours ce sacré business, encore plus d'ergonomie, de facilité. Donc, il y a une des clés, un des leviers, c'est d'être dans du bon sens. La sécurité, c'est un arbitrage permanent entre le risque et la contrainte. La contrainte, c'est l'effort qu'on doit faire, c'est le budget qu'on doit mettre, etc. Donc, ça passe par l'adoption. Et pour qu'il y ait de l'adoption, j'encourage toujours à regarder ces sujets, qui sont les 4 grands piliers d'un sujet qui est à maturité. Le premier, c'est la sensibilisation. Alors ça, je crois que tout le monde le fait, mais malheureusement, on s'arrête souvent un peu à celui-là. Donc, la sensibilisation, c'est pourquoi je dois agir. Donc ça, il faut que chacun sache pourquoi on doit agir. Le contexte, la pression de la menace, etc. est très fort. Le deuxième, qui commence à être travaillé, mais pas suffisamment assez dans les entreprises, c'est la formation. Si je sais pourquoi je dois agir, comment je dois agir. Si je ne sais pas comment je dois agir, je peux être très investi de la question. Si je ne sais pas quoi faire, je vais avoir un impact un peu nul. Le troisième point, c'est la réglementation. Alors, il y a l'État qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, ça crée aussi d'autres tensions parce que c'est encore un peu... pas flou, mais parfois imprécis, pas encore, pas une forte appropriation. Donc, mais c'est donner un cadre et des règles. Il faut les repères pour agir. Donc, et c'est aussi une motivation pour agir. Et le dernier, ce sont les outils, donc les moyens d'agir. Bon.
Si on arrive à couvrir ces 4 axes dans l'entreprise, et je pense qu'il faut les faire vraiment, les envisager de cette façon-là, alors on arrive à maturité. Je dis pas que les chantiers sont faciles, hein, mais souvent on prend celui de la sensibilisation, puis on dit c'est bon, j'ai fait le job, voilà. Et puis et on travaille en fait de manière séparée. Alors que c'est, je crois que Aurélie l'a dit, Stéphane on l'a dit en stéréo, donc je rajoute une autre voix, c'est l'affaire de tous, et si on veut faire progresser l'entreprise en maturité, il faut que tout le monde soit engagé. Donc il faut travailler sur ces 4 axes de manière coordonnée. Aurélie, est-ce que c'est un complément ? Alors je dirais il y a peut-être 3 étapes. Déjà, comprendre, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Stéphane, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir un miroir, c'est-à-dire que... c'est pour ça qu'on a mis Daniel au milieu. Hein. C'est pour ça qu'on nous a séparés. La DSI, les DSI doivent comprendre ou en tout cas être sensibilisés à la réglementation applicable avec une vulgarisation juste. Je précise, vulgariser, ça veut dire aussi restituer simplement une information, clarifier l'information. On peut pratiquer du legal design pour ça et ça marche très bien. Et nous, juristes, on doit comprendre la tech et on doit comprendre le projet pour évaluer, pour aider à l'évaluation du risque. Et comment on réunit ces deux mondes qui, a priori tout oppose, en réalité pas du tout. On travaille en groupe de travail. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Mon outil de travail, c'est un workshop, par exemple. Explique-moi ce que tu veux faire et je vais te dire quelle est la réglementation applicable. Et c'est très vertueux parce qu'on est à l'écoute l'un de l'autre. On apprend, et je pense que c'est important d'apprendre tout au long de sa vie. On apprend un autre métier, on apprend la tech en l'occurrence, on apprend le droit. On se sent moins, à subir ce qu'on ne connaît pas. L'inconnu devient connu. Et ça permet également de désiloter, on l'avait évoqué lors de la préparation de notre réunion, le silotage qu'on constate régulièrement dans les organisations est à mon avis un frein à l'accélération de la sensibilisation et de la sécurité au sein des entreprises. Parce qu'en fait, le risque, il est limité à sa tâche, à son poste de travail, à sa connaissance assez limitée finalement du système d'information et des flux d'information. Et donc, je pense que la bonne pratique, c'est de travailler en collaboratif, en groupe de travail. Peut-être la partie des sous-traitants, la question des sous-traitants, qui n'a pas encore été évoquée. Alors, il y a une table ronde demain spécialement sur les sous-traitants, mais sans faire de teaser. Simplement, ça fait partie de la boîte à outils, je pense également. Alors, c'est peut-être davantage contractuel, mais absolument ne pas avoir cette idée en tête que externaliser, par exemple, pour des PME, souvent, le service informatique, la sécurité est un service externalisé, parce qu'on n'a pas les compétences en interne. Donc, très souvent, l'entreprise, quand je pose la question de la cybersécurité, la réponse est « Ah, bah ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon sous-traitant. » Ok. Alors là, quand on commence à me dire ça, j'ai un peu peur parce que je vois bien, je te laisse le sujet et tu traites et je ne regarde absolument pas parce que ça me fait peur de ce que tu gères pour moi. Et en réalité, c'est hyper important d'externaliser sa sécurité informatique, la disponibilité des outils. Donc d'avoir un contrat désormais depuis 2018, en tout cas c'est obligatoire, c'est ce qu'on appelle un contrat de sous-traitance. Et surtout, au grand combien, quand on constate des dysfonctionnements de son sous-traitant, la responsabilité du responsable de traitement, c'est-à-dire celui qui va confier ses données à un tiers, c'est de changer de sous-traitant. C'est-à-dire le fait de constater aujourd'hui un sous-traitant défaillant peut engager la responsabilité de l'entreprise qui ne fait rien pour changer la situation qui est dangereuse pour elle. Deux réactions. En vous écoutant, je suis quand même très étonnée qu'on entende assez peu parler outils, finalement, mais pas parler firewall, mais pas parler, je ne sais pas, tout ce qu'on imagine de bien technique. Alors, en fait, c'est pas nécessaire, c'est tellement évident. Pourquoi est-ce que, alors que là, on veut sécuriser le sujet Stéphane, c'est un peu pour. Oui, effectivement, on ne parle pas forcément d'outils, parce qu'il y en a plein, pléthore sur le marché, effectivement. Je dirais que c'est parce que, enfin, après, c'est mon expérience à moi, et pour paraphraser une petite punchline que j'ai déjà entendue de Daniel, qui disait, avant d'avoir une procédure de sauvegarde, il faudrait plutôt qu'on ait une procédure de restauration. Et en fait, pourquoi, finalement, je ne parle pas forcément d'outils, moi, aujourd'hui, c'est que j'ai besoin surtout d'inverser un peu le paradigme, c'est-à-dire de repartir, c'est une question de taille d'entreprise encore une fois, mais de repartir de, je me ferai attaquer un jour, qu'est-ce que je vais redémarrer, donc comment je restaure, donc qu'est-ce qu'il faut que je sauvegarde, qu'est-ce qu'il faut que je protège en premier lieu,
et du coup, ensuite me poser la question de comment je vais le protéger. Très souvent, on empile des outils dans les PME et les ETI en disant que voilà, c'est bon, ça suffira, puisque j'ai tout ce qu'il faut. Or, l'expérience parle d'elle-même, en fait, en tout cas dans les 20 ans que je viens de passer dans des DSI de TI, c'est que cet empilement de solutions, c'est pas la solution. Donc il faut de temps en temps inverser un peu le paradigme, et j'adore cette punchline qui consiste à dire parler de restauration plutôt que parler de sauvegarde, par exemple, parce que ça défile après à l'inverse l'ensemble de la problématique de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a de plus critique, et on commence par là, et ensuite on va jusqu'à la solution. Et dans les solutions à mettre en place, pareil, PME et TI, on est toujours sous contrainte. Donc il faut aussi avoir une certaine gouvernance dans les projets. C'est-à-dire qu'on va gérer par le risque. On va gérer par le risque, qu'est-ce qui est le plus risqué, et donc commencer à mettre en place des outils. On ne peut pas attaquer de front tous les sujets quand on est en pleine croissance sur ce type d'entreprise. Et donc, il faut avoir une certaine gouvernance sur ces projets d'outillage. Mais d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on a de plus critique aujourd'hui et dérouler. Daniel, peut-être un complément sur la restauration, puisque c'était de toi. Oui, là, ça a été parfaitement dit par Stéphane. Parce que, en fait, un des grosses difficultés ou un des grands enjeux pour les PME, les ETI en particulier, c'est de prioriser. C'est-à-dire de savoir quelle stratégie je dois déployer par quoi je commence, quoi. Donc, c'est une des méthodes, en partant de cette idée comment je repars, et finalement de partir de l'objectif de top-down pour pouvoir avoir la bonne stratégie. Parce que sinon, on part pas dans le bon ordre, et alors là, c'est embêtant. Alors, un autre point, les outils, je comprends bien, les hommes. Alors, très concrètement, si on n'est pas obligé d'être dans le cas de ces entreprises qui s'en occupent pas du tout, est-ce qu'il ne faut pas des hommes en interne pour se consacrer complètement au sujet? Et donc, Stéphane, deux questions. Est-ce que vous avez un RSSI qui vous aide et qui est spécialisé là-dessus? Est-ce que ce serait nécessaire? Je sais qu'en ce moment, on ne peut pas recruter déjà, mais bon, en théorie. Ce sujet-là, il est un peu, en tout cas dans le recrutement, il est un peu récurrent dans nos métiers qui sont sous tension. Mais là, encore une fois, c'est aussi une question de taille d'entreprise. Quand vous avez une PME en croissance forte ou une ETI, se pose toujours la question déjà de mon rôle. Alors, au départ, une PME, très souvent, il n'y a pas de DSI. Très vite, il faut se poser la question d'en avoir un. Aujourd'hui, dans le groupe Comexposium, j'ai pas de RSSI. Le RSSI, c'est le CTO. Il fait double casquette. Et donc, ça, c'est un problème. Et donc, il faut passer à l'étape d'après. Et il y a plein de solutions pour ça. Effectivement, soit on recrute, soit on prend un RSSI à temps partagé. Et c'est ce type de solution-là, pareil, qu'on essaie de pousser, que j'essaie de pousser aussi au sein de l'entreprise, parce que c'est ce qu'il y a de plus agile, on disait tout à l'heure le mot. Parce qu'entre un recrutement en fonction de la taille ou un double rôle, comme aujourd'hui on l'a actuellement, ça peut passer aussi par des partenaires externes et une forme de fonctionnement qui est un petit peu différente de ce qu'on connaissait ailleurs. On trouve des RSSI à temps partagé aujourd'hui, ou en fait c'est des consultants qui viennent vous aider un jour par semaine? Eh bien, ça commence, oui, il y en a. Ça commence. Effectivement, des très bons. Ça commence. Là, aujourd'hui, en fait, on partage le rôle et on fait plutôt du conseil complémentaire, mais ça fait partie des solutions qu'on envisage sérieusement parce que il faut passer à l'étape d'après et que tout ce qu'on vient de se dire, en fait, c'est-à-dire prendre depuis l'objectif jusqu'à redescendre et en priorisant un certain nombre de projets d'outillage, en les faisant priorité par priorité. Ça, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre. C'est peut-être pas un temps plein pour nous, mais c'est concret, c'est pragmatique. C'est ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire que dans plein d'entreprises, aujourd'hui, vous n'avez pas des RSSI. C'est une problématique. Parce qu'il faut prendre la problématique très en amont, parce que c'est pas une fois quand vous avez fait la croissance que vous attendez au niveau de votre board que vous allez vous poser la question de la sécurité. Il sera peut-être trop tard. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de choses à faire. C'est bien d'avoir quelqu'un pour le piloter. Et une des meilleures façons de piloter, c'est peut-être effectivement d'avoir un RSSI à temps partagé aujourd'hui. C'est une des solutions, en tout cas en termes de bonnes pratiques vis-à-vis d'une entreprise de cette taille-là. Je voudrais revenir à la question tout à l'heure sur la méthode agile, cette fois-ci.
J'avais lu, on en a parlé, une chronique qui m'a fait rire, qui était DSI, dites non à la méthode agile. Donc en gros, là, si on est vraiment sur la méthode agile, est-ce que c'est un truc qu'il faut refuser en entreprise parce que c'est trop risqué, ou est-ce que ça fait partie de ces nombreux sujets, vaut mieux être un peu plus tempéré? Alors encore, je vais avoir un discours assez pragmatique. Qu'est-ce que c'est la méthode agile? C'est pas un fourre-tout en fait. Ça a été très normé. Vous avez des sprints qui sont définis avec du développement, avec tout un ensemble d'acteurs qui sont définis. Si la méthode agile dans les entreprises, et c'est souvent le cas quand même, ça consiste à un petit peu formaliser, organiser le bordel autour du développement, c'est pas ça la méthode agile. C'est quelque chose de très normé et qui, quand elle est bien faite, elle est super efficace. Et il faut juste rajouter, et finalement c'est ce que disait Daniel, c'est à un moment donné, il faut aussi prendre en compte les coûts au niveau de la cybersécurité. Et là aussi, très en amont. Une méthode agile pour développer un produit dans une entreprise parce qu'on a besoin d'un spécifique, eh bien, security by design, on gère le risque. Si c'est quelque chose qui n'est pas sur le cœur de métier, c'est pas le même risque que quand il est sur le cœur de métier. Quand il est sur le cœur de métier, on peut se poser la question d'ailleurs d'appliquer une méthode agile. Si on l'applique, il faut avoir pris en amont la problématique du risque cyber. Aurélie, un point sur la méthode agile? Comme je vous l'avais dit lors de la préparation, j'ai jamais autant fait de contrats de développement en mode agile que cette année. Au contraire, je pense que c'est pas antinomique. Je pense qu'au contraire, ça permet à l'entreprise d'anticiper le risque, puisqu'il y a effectivement des sprints, c'est-à-dire il y a des revues avec les développeurs, il y a des tests, on peut faire des tests de vulnérabilité au fur et à mesure des développements pour pas avoir la mauvaise surprise à la fin en mode recette comme à la mode ancienne, si je puis m'exprimer ainsi. Et le contrat en méthode de développement en méthode agile, dans les deux cas que j'ai eu à le rédiger, c'était vraiment un souci du client qui était à chaque fois une grosse PME, mais sans forcément la compétence en interne, de pouvoir anticiper son risque. Donc ils ont vu le contrat comme cela, et de pouvoir mettre des objectifs en matière de sécurité, puisqu'en méthode agile, il y a aussi le temps de résolution du bug ou du dysfonctionnement ou de l'objectif non atteint, qui effectivement fait perdre parfois un peu de temps aux développeurs qui sont plus à résoudre des choses qui n'avancent pas plutôt qu'à faire avancer le développement. Donc c'est quelque chose que je trouve très vertueux. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant de le rédiger parce que justement c'est vraiment une gestion de projet. Encore une fois, un des outils, une des bonnes pratiques, c'est d'avoir une gestion de projet. J'ai négocié 5 minutes de gratte avec notre ami qui attend dehors. S'il y a une ou deux questions, je vous tends le micro. Je ne sais pas si j'en ai besoin. Plus qu'une question, pardon. Oui, Adoté Chilo, je suis adjoint DSI et RSSI de la BNF. Plus qu'une question, c'est un étonnement. Parce qu'on parle beaucoup de risques, certes, toujours, mais on oublie toujours le risque dans le risque. Si le numérique va régenter notre vue future, ce qu'on oublie, c'est que les données, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est les données avant tout. Et personne ne parle des données en termes de conservation et en termes d'intelligibilité dans le cadre de leur utilisation. Aurélie, c'est pour vous. Alors, on peut parler du privacy by design et de la valorisation de la donnée. Alors, la réglementation européenne a un principe directeur que je trouve assez parlant. C'est le seul propriétaire des données personnelles, c'est la personne concernée. C'est-à-dire qu'elle veut remettre l'individu au centre de ses données. C'est quelque chose qu'elle scande dans tous ses règlements, encore les derniers en date. Donc je pense que ça, c'est effectivement un vecteur important. Là, je fais une petite incise sur la partie très spécifique des données à caractère personnel, parce que je pense que vous évoquiez également cela. Mais données en général. Ok. Donc, alors, c'est peut-être un autre propos, alors plus large, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à la donnée de manière générale. Effectivement, traiter de la donnée ou la conserver, j'appelle ça, moi, la pratique de l'écureuil. Parce que quand vous posez des questions, la question très simple, voire simpliste, pourquoi vous conservez ces données? La réponse est au cas où. C'est l'événement dont on m'a le plus parlé qui n'est jamais arrivé.
Le au cas où, ça n'existe pas. Déjà, là, il n'y a pas de stratégie de la donnée parce qu'on stocke, on conserve, on n'a pas d'objectif, on n'a pas, du coup, d'intérêt à conserver puisqu'en fait, ça va générer au mieux de la non-valeur, au pire de la contre-valeur, c'est-à-dire que ça va nous coûter de l'argent, ça va coûter une irréputation, certainement, en cas de cyberattaque, puisqu'on va être détenteur de données dont on ne devait plus être détenteur. Donc la donnée, c'est effectivement, et c'était pas forcément l'objet de cette table ronde, mais vous avez raison. Pour ne pas aller dans ça, en fait, je vous donner un élément. En fait, c'est pas ça que je veux dire. Aujourd'hui, vous allez tous aujourd'hui chez un notaire, on vous fait signer des documents notariaux qui ont des durées de conservation. Et aujourd'hui, on sait très bien que pour ceux qui manipulent des données, là, c'est le souci que nous qui faisons la sécurité, nous ne regardons pas de loin. C'est-à-dire que la donnée aujourd'hui n'est accessible, intelligible que parce qu'il y a des logiciels, des matériels qui permettent d'y accéder. Sauf que l'obsolescence de tous ces soucis-là font que dans 5, 10, 20 ans, la donnée, vous l'aurez. Rien à faire. Ce sera le syndrome des Tamax ou des VHS. Et là, c'est le principe de on sort peut-être un peu quand même. On va relancer une autre conférence parce que là, j'aurais pas sur le temps négocié, je vais pas y arriver. Alors, le défi est encore plus important qu'avant. Très très rapidement, quelles sont vos règles, vos conseils? S'il y a nos auditeurs doivent partir avec 3 règles, 10 règles, je vous en donne 3 chacun. Quels sont vos conseils vraiment applicables demain pour sécuriser? Daniel, allez. Oui, je vais la tête là. Bon, il ne faut pas être une victime facile. Il y a un chiffre que je trouve, qui est des plusieurs études, qui indique que plus de la moitié des incidents qui ont un impact lourd sur l'entreprise, donc parfois des dégâts considérables, proviennent de négligence, d'absence de mot de passe faible, d'erreurs de configuration. Donc c'est effrayant parce que comment on peut en être là aujourd'hui alors qu'on est supposé avoir pris conscience, et c'est encourageant parce que ça veut dire qu'il y a un levier très intéressant à travailler en appliquant des règles finalement accessibles, mais qui vont faire progresser considérablement, muscler la défense de l'entreprise facilement. Enfin, facilement, rien n'est facile, mais en tout cas, mieux. La gestion des droits. Je veux dire, c'est un des... parce que en plus, le 60 pour le plus de 50%, quand vous discutez avec des gestionnaires de crise, ils vous disent que c'est 100%. Enfin, non, quasiment toutes les mots. La gestion des droits, donc, ne doit avoir des droits sur des environnements, sur des machines, sur des applications que vraiment ceux qui en ont besoin. C'est pas une reconnaissance sociale dans l'entreprise. C'est pas parce que je suis dirigeant que j'ai le droit à tout. Au contraire, je dois être responsable. 2, évidemment, mettre à jour. C'est vraiment un des problèmes qu'on rencontre très souvent. 3, la sauvegarde avec la restauration qui va avec, mais on en a déjà parlé. Voilà. Stéphane. Je redirais un tout petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reprends l'analogie des joueurs, du terrain, et de la surface et des règles. Le premier, c'est déjà sur les règles, être accompagné et bien accompagné pour bien les comprendre et les vulgariser et en tirer la quintessence pour pouvoir avancer. Sur les joueurs, c'est une redite. En fait, c'est tout ce qui est autour de la sensibilisation sur les collaborateurs. Et c'est un vrai gros enjeu. Et là, il faut travailler main dans la main avec sa communication, peut-être parfois avec d'autres partenaires aussi, mais avec sa communication et ses RH pour faire passer un certain nombre de messages, parce que faut pas être tout seul. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et de ce point de vue-là, moi, j'essaye d'inciter fortement au sein du groupe à travailler avec la com et la RH. Et sur le terrain, sur l'espace de jeu, c'est un écosystème en fait. C'est-à-dire qu'il faut appliquer la gestion de risque parce que le terrain a grandi constamment et de toute façon, on n'y voit pas les limites systématiquement. Donc il faut se reposer constamment les questions en termes de gestion de risque. Qu'est-ce qui est le plus risqué? Parce qu'on ne peut pas forcément tout traiter. Et surtout, encore une fois, sur le cœur, à chaque fois se poser les questions du cœur de son système quand il va devoir redémarrer. Est-ce qu'on a bien tous les éléments pour pouvoir redémarrer? Aurélie, votre best-of?
peut-être ne pas opposer transformation digitale et sécurité, parce que ça ne s'oppose pas. Il y a une articulation à mettre en place. Je pense qu'il y a un cercle vertueux, effectivement, grâce à un travail d'équipe, en tout cas de travailler solo sur le sujet. Ça me semble être complètement dangereux et anxiogène pour la personne concernée. Et peut-être la compréhension, ne pas se laisser dépasser par la techno, parce que effectivement, il y a des outils, des solutions, des projets qui font dire waouh, mais le waouh, c'est très éphémère. Et justement, c'est souvent signe d'une certaine opacité du fonctionnement, donc de la mesure des risques, de comprendre comment fonctionne, par exemple, la solution qu'on veut adopter. On n'a pas utilisé le mot de shadow IT, mais c'est vrai que dans les entreprises, on tu as cité le service marketing, qui est assez gourmand parfois en termes de solutions SaaS qu'ils vont utiliser ou en tout cas tester de leur côté, sans forcément en avertir la DSI ou le responsable informatique. Et ce sont ces solutions et ces tests comme ça insignifiants a priori, mais on n'a pas mesuré le risque justement. Et souvent, c'est un outil qui continue de tourner. Enfin, moi, j'ai le cas, un cas d'école dans mon panel de clients où effectivement, c'était un outil qui avait été utilisé il y a 5 ans, qui continuait d'avoir un accès ouvert, interconnecté au CRM de l'entreprise. Il y a eu une violation de sécurité qui a été exploitée grâce à ce connecteur, en fait, en réalité, au système d'information. Et je peux vous dire que quand on a identifié l'équipe, qui était l'équipe marketing, qui avait identifié testé cet outil d'emailing, ils étaient ravis et ils regardaient un petit peu leurs chaussures parce que ça a bloqué l'entreprise pendant 2 semaines. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je voulais vous demander un message fort à retenir, et j'aimerais insister peut-être sur le côté positif du message. On a été pas mal, peut-être un peu contraignant ou directif dans des règles à mettre. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme message positif? Et je sais que vous en aviez un sur la data. Je pensais qu'on n'a pas vu sur la valorisation des données, parce que je lisais encore à l'instant, juste avant de rentrer dans la salle, qu'il y a à peu près 33% des DSI françaises qui s'empêchent d'exploiter la donnée, de la valoriser, par peur justement d'être en non-conformité, parce qu'on ne sait pas d'où vient la donnée. Donc c'est la question de la source de la donnée, de la fiabilité et de la légalité de la donnée. Mais je pense qu'effectivement, on est dans un environnement et une dynamique assez magique et en tout cas très grisante, je trouve. Avec beaucoup de choses à faire. Alors on peut commencer petit, comme on l'a dit, c'est-à-dire pas tout de suite des choses waouh, mais des choses qu'on mesure, qu'on maîtrise. Mais je pense que la valorisation de la donnée, qui n'est pas forcément une valorisation en monnaie, mais aussi une exploitation intelligente de la donnée qui va pouvoir apporter d'autres informations que celles, c'est-à-dire des données enrichies, comme on le dit, et pas uniquement de la donnée brute. Je pense que ça, c'est quelque chose de très vertueux qui peut aider à la croissance de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur. Un message fort et positif, Daniel ? Je l'ai un peu dit avant, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire et donc qui peuvent vraiment muscler la défense de l'entreprise et qui sont accessibles. Vous en trouverez plein dans le guide qui a été écrit à 50 mains, dont nombreuses beaucoup plus expertes que les miennes. Quand c'est un guide gratuit, j'autorise la publicité. Absolument. Vous le trouverez sur le site du CEDIG, CEIDIG.fr. Voilà, bien sûr, il y a eu une centaine de contributions. Alors, en tout cas, ce qu'il faut, moi je dis toujours, on ne connaît pas de société, d'organisation stable, démocratique, performante qui puisse fonctionner sans sécurité. Il est indispensable que la sécurité numérique rejoigne la maturité de la sécurité physique. Si on arrive à évoluer vers ça, on a tout dit, et puis a priori, on devrait y arriver, mais il faut être confiant. En fait, je suis très optimiste, moi. Stéphane, ce sera le mot de la fin. Optimiste aussi. Par contre, j'ai pas eu mon exemplaire dédicacé, Daniel. Faut y penser. On a un formidable écosystème autour de la sécurité. Dans l'IT, il y a beaucoup de composantes, mais celle-ci a une très forte communauté de partenaires dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois technique, mais aussi dans la méthodologie, dans la gouvernance. Et ça, c'est de nature à rassurer dès lors que, encore une fois, on prend étape par étape le sujet et qu'on sait bien le vulgariser à la fois pour ses troupes et pour sa direction.
Mais on a un formidable écosystème, il faut s'en servir. Et on peut même lui rendre visite à l'étage au-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.